Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pour comprendre cette rupture de conscience, on va se tourner vers l'art et la littérature et plus spécifiquement vers la figure de la charogne. Contrairement aux croyances, cette image populaire du cadavre, à demi décomposé, est peu présente quand même dans l'art funéraire médiéval. On la retrouve seulement sur les parois des églises et des cimetières et dans l'illustration de l'Office des morts des manuscrits du XVe siècle. Jusqu'au XIIe siècle, et encore longtemps après dans les pays méditerranéens, on ne dissimule pas le visage des morts. Généralement, une personne décédée est transportée directement de son lit de mort au sarcophage de pierre où elle était déposée, le visage découvert. Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle, la tradition change et le visage du mort est dérobé au regard. Lorsqu'une personne illustre mourait, on avait pour coutume de réaliser un masque mortuaire pour remplacer sa figure. Ce masque en plâtre ou en cire était moulé à même le visage du cadavre et servait à obtenir un portrait du défunt sur son tombeau. Le réalisme en était forcément troublant. On ne cherchait jamais à embellir la mort. Si on prend par exemple la reine Isabelle d'Aragon, qui est morte en 1271 d'un accident de cheval, sur son tombeau, elle est représentée à genoux, les mains jointes en prière au pied de la Vierge, mais son visage porte la marque de son accident. Sa joue est déchirée et laisse entrevoir un point de suture. Ici, la moulure va agir comme une photo instantanée et réaliste du personnage. L'art vient, si vous voulez, sublimer la mort sans pour autant en cacher sa virulence. Un autre thème crucial apparaît à la fin du Moyen-Âge, celui de la danse macabre. Cette étrange farandole qui réunit les vivants et les morts s'inspire de la légende des trois morts et des trois vifs. Un récit rédigé sous forme de poème dans un manuscrit qui date de 1280 qui raconte la rencontre entre trois jeunes cavaliers et trois cadavres. Souvent représenté en fresque, ce motif rappelle à chacun son impuissance face à la mort, qu'importe son statut social évidemment. Prenons par exemple une fresque de danse macabre peinte dans l'église Notre-Dame de Kernaskleden dans le Morbihan vers 1440. La fresque débute par un prédicateur qui tient dans ses mains le texte suivant, je cite « Rien n'est d'homme qui bien y pense, c'est tout vent, chose transitoire, chacun le voit par ceste danse. » L'homme qui prêche se trouve à la tête d'un long défilé où le pape, l'empereur et le roi, un paysan et d'autres personnages dansent, mains jointes avec une quinzaine de squelettes. Le premier squelette joue de la trompette, le second s'empare du pape, le message est clair, personne ne manquera à la fête. La première danse macabre date en vérité de 1424 et figurait sur les murs du charnier du cimetière des Saints-Innocents à Paris. La fresque, réalisée par le peintre Jean d'Orléans et le poète Jean de Gerson, était originellement une commande du duc de Berry. Il voulait rendre hommage à son oncle, Louis d'Orléans, qui avait été assassiné, vous savez, par le duc de Bourgogne 20 ans plus tôt. Le charnier avait été détruit en 1669 et plus aucune trace ne subsiste de la fresque. Outre les danses macabres à partir du XVe, des images de décomposition fleurissent partout dans l'art, autant sur les fresques d'église que dans la poésie. Les êtres prennent peu à peu conscience de la fragilité de leur vie, notamment les plus riches. Souvenez-vous notamment du célèbre sonnet « Mignonne, allons voir si la rose » de Pierre de Ronsard. Le poète y incite une jeune fille dans la fleur de l'âge, c'est le cas de le dire, à cueillir sa jeunesse avant qu'elle ne fane et fasse ternir sa beauté. On peut aussi citer les vers du poète Jean-Baptiste Chassignet dans Un corps mangé de vers, rédigé en 1594, qui dresse un portrait bien sordide d'une charogne. Ici, l'une des mains tombe de pourriture, les yeux d'autre côté détournés à l'envers, se distillent en glaire et les muscles divers servent au vers goulu d'ordinaire pâture. Le ventre déchiré, cornant de puanteur, infecte l'air voisin de mauvaise senteur, et le nez mi-rongé difforme le visage. Philippe Ariès, toujours lui, d'après lui, ces images poignantes de décomposition traduisent un nouveau sentiment d'échec, si vous voulez, dans la société des gens aisés. L'homme qui, depuis longtemps, considérait la mort comme un fait commun, lui accorde d'un coup une nouvelle importance. Son obsession avec la mort traduit un attachement plus virulent à la vie. Il se veut maître de son destin et de ses richesses. Cette nouvelle conscience de la fragilité de la vie menace toutes ses ambitions et ses attachements.
Progressivement, l'art funéraire s'enrichit, surtout au XVIIe siècle, lorsque des formes de squelettes ou d'os commencent à être taillées dans les pierres tombales. On appelle ces images des morte secca, des morts sèches. Elles sont interprétées comme une célébration ironique de la vie, un memento mori, souvenez-vous que vous allez mourir, où l'expression carpe diem prend alors tout son sens. Mais ce n'est pas pour autant que l'homme craint la mort plus qu'avant. La véritable peur de la mort et de sa représentation survient en fait beaucoup plus tard, au tournant du XIXe siècle. Sauf que de nouvelles superstitions émergent à partir du XVIe siècle. Effectivement, à la fin de la Renaissance, le thème de la mort avait commencé à se mêler à celui de l'érotisme. Alors que dans les danses macabres les plus anciennes, la mort se contentait simplement de toucher le corps du vif pour l'avertir et le désigner, dans la nouvelle iconographie du XVIe siècle, elle s'en empare sexuellement. Ça traduit une rupture dans l'imaginaire collectif. La mort n'est plus apprivoisée avec cette familiarité que l'homme avait préservée depuis un millénaire. Elle envahit le corps avec violence. Entre XVIe et XVIIIe, la littérature comme l'art associe la mort à l'amour, Eros au Thanatos. Dans ses pièces de théâtre, Shakespeare s'amuse lui aussi à entrecroiser les deux thèmes, la mort et le désir à travers par exemple le couple de Roméo et Juliette qui s'enlacent au fond de leur tombeau. Il y a aussi le peintre allemand Baldung Green qui réalise en 1517 un portrait morbide où une femme nue, enveloppée d'un linceul, est embrassée de force par un cadavre qui lui saisit les cheveux et le bord du sein. Les artistes, notamment de la période baroque, semblent beaucoup se complaire dans le spectacle de violence et de supplice rattaché à la mort. Si on prend l'exemple du Bernin, qui en 1645 réalise sa statue de marbre, l'Extase de Sainte Thérèse, le visage de la sainte, qui s'apprête à être transpercé au cœur, reflète un mélange d'agonie et de plaisir. Il faut le dire, les textes de la sainte avaient un caractère fortement érotique. Dans son livre de la vie, publié en 1588, elle raconte son expérience mystique de la façon suivante. J'apercevais près de moi, du côté gauche, un ange sous une forme corporelle. Je voyais dans les mains de cet ange un long dard qui était d'or et dont la pointe en fer avait à l'extrémité un peu de feu. De temps en temps, il le plongeait, me semblait-il, au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il paraissait me les emporter avec ce dard et me laissait tout embrasé d'amour de Dieu.